dans la salle avec vous. Merci for recording in progress. Mais, bienvenue à ceux qui sont en ligne également. Donc aujourd'hui, nous accueillons donc Muriel Leroux, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Juste avant de passer au cœur de notre rencontre aujourd'hui, je vous rappelle juste que pour ceux qui sont inscrits de notre séminaire, qu'on attend vos essais. C'est-à-dire que ce serait bien que vous les envoyiez, soit par mail, soit vous pouvez venir les déposer en personne, mais ce serait bien que vous nous les envoyiez assez rapidement, puisque je vous rappelle que la dernière séance est le 22 mai, donc ce serait bien qu'on puisse vous rendre les notes dans 2 semaines. Donc voilà, si vous voulez valider votre semestre, je vous rappelle que nous attendons vos travaux sous peu, en quelque sorte. Bien, donc je ferme cette parenthèse. Enfin, si vous avez des questions administratives, évidemment, vous pouvez ça les poser, mais plutôt à la fin de la séance. Et donc, je passe à ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, la thématique toujours du patrimoine, mais que aujourd'hui, on va aborder par le biais de deux aspects un peu peut-être plus originaux par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. C'est-à-dire que d'un côté, on va passer dans le contemporain, et c'est justement ce qui est intéressant, parce que c'est un patrimoine qui semble moins évident, en tout cas pour le public classique. Oui, Ça, c'est un premier point. Et puis, d'autre part aussi, on va aborder cet aspect-là par le biais de l'histoire des sciences. Et l'histoire des sciences au sens large, mais justement, c'est ce qui est intéressant, parce que souvent, on pense que la science, c'est plutôt quelque chose en train de se faire, en quelque sorte, et c'est quelque chose qui va plus vers l'avant qui réfléchit sur son passé. Et donc là, c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui. Comment est-ce que finalement, on conserve une mémoire de la science aussi, grâce, encore une fois, donc à Muriel Leroux. Donc, très brièvement, alors pour ses travaux, pour son parcours, je pense qu'on pourrait passer une demi-heure pour présenter ce que tu as fait, mais disons que très schématiquement, je dirais juste que Muriel Leroux, donc, précisément, est historienne, spécialiste de l'histoire des sciences, bon, au 19e, 20e siècle et jusqu'au 21e aujourd'hui. voilà. Donc, tu es chargée de recherche au CNRS et Mhm, tu es aussi directrice adjointe de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, donc mhm. un des plus grands laboratoires en histoire finalement en France aujourd'hui, entre le NS, le CNRS Pas rien. enfin donc PSL aussi, Oui, et Paris 1. Donc ce qui lui donne un autre type de travail oui. en dehors de ses recherches. Mais justement, si on revient sur les thématiques sur lesquelles tu as pu travailler et sur lesquelles tu continues à travailler, donc disons, voilà, c'est l'histoire des sciences et l'histoire des disciplines au sens large, en particulier sur la chimie et sur la biochimie. Enfin, tu as travaillé sur Mhm, les médicaments oui. ces dernières années. Tu as travaillé aussi et tu travailles sur l'histoire des organisations, c'est-à-dire Mhm, que finalement, comment on structure aussi d'un point de vue institutionnel le travail scientifique. Et par ce biais, tu as abordé aussi quelque chose qui relèverait peut-être plus de l'histoire du patrimoine immatériel, pourrait-on dire, c'est l'histoire de l'innovation, finalement. Qu'est-ce que mhm. l'innovation et comment est-ce qu'on repère les traces de l'innovation? Autrement dit, enfin, j'aurais tendance à dire que tu travailles en fait sur la démarche scientifique et sur la production scientifique à travers le prisme politique et social, puisque c'est en fait Mhm. c'est par ce biais-là que tu construis ton objet pour montrer comment la science reflète et peut-être subit aussi les choix à la fois du monde politique, mais aussi des choix sociaux qui reflètent une époque et qui du coup, sont une manière aussi d'orienter peut-être la science, ou en tout cas de l'encadrer quand elle ne se plie pas forcément aux choix très contemporains. Alors, par ailleurs aussi, enfin, juste très brièvement, je rappelle que par le biais des organisations, tu as travaillé sur les entreprises. Donc, Muriel est une grande spécialiste de l'histoire de la Poste. Alors, Oui, de la Poste depuis le XVIIIe siècle, je crois d'ailleurs. Tu as travaillé principalement sur le contemporain, mais oui, finalement, depuis oui, oui, plutôt la Troisième République, 1880. D'autres historiens étudient la période précédente. c'est vrai. Mais bon, c'est une autre Poste qui existait à ce moment-là. Voilà. Mais disons que bon, c'est les origines. Et donc, toi, tu as travaillé sur la Poste, qui en France était, bon, ouais, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui était un organisme très important. Qui était un organisme très important, à la fois par son assise simplement sociale et par son assise finalement topographique, puisque finalement il y avait partout des Mhm. représentations de ce réseau. Donc c'était aussi quelque chose où c'était vraiment le service public qui se rapprochait du citoyen, enfin, je pense, Absolument. par le biais de la Poste. Et évidemment, bon, en dehors de cette entreprise un peu particulière, tu as travaillé aussi sur Péchinet, sur Aventis, donc plutôt des entreprises, disons,
privée aussi dans d'autres domaines. Donc, j'ai rappelé aussi que tu as travaillé sur les médicaments. Enfin, donc, c'est là où tu as publié des choses dans le cadre, je pense, de la réflexion sur le Covid aussi, finalement. Comment est-ce que les médicaments aujourd'hui sont traités et produits quelle est cette réflexion qui pousse aujourd'hui à rechercher? Puisque, ce qu'évidemment, tout ce qui est derrière c'est l'industrie pharmaceutique, c'est aussi quelque chose qui répond soit à une demande, soit à une crainte sociale. C'est pas simplement une question scientifique. Et puis, tu travailles également sur l'histoire et la communication scientifique, donc, et notamment ton dernier ouvrage, concernait précisément, enfin, disons que l'ouvrage que tu as dirigé portait sur la réflexion sur les modalités de la communication scientifique et technique, perspective historique, donc un ouvrage collectif que tu as dirigé, enfin, qui est sorti en 2023. Oui, et qui couvre là encore toute l'évolution de la communication des sciences et des techniques sur un très très grand XXe siècle, au milieu des années, enfin, aux alentours des années 1850 jusqu'à nos jours, pour bien montrer comment finalement cette histoire de la communication scientifique et technique relève d'un processus social, économique, politique, puisque pour communiquer, il faut quand même être éduqué, mais là, je vais à nouveau en parler, et qu'il y a une véritable corrélation entre l'évolution de de la communication scientifique, pardon, et la massification et la démocratisation de l'accès aux universités et la façon dont les différents gouvernements ont envisagé cette formation aux sciences et aux techniques. Mm. Oui, voilà, je ne vois plus. Est-ce que c'est l'ouvrage qui est accessible en open access ou pas? Non, Pas encore, pas parce qu'il encore, est de 2023, mais il ah le oui, sera, je il le sera pense, bientôt. Voilà, donc vous êtes invité en à le 25, consulter oui. si vous vous intéressez à cette thématique. Enfin, je rappellerai juste pour terminer, pour te laisser le temps à toi de présenter ton propos, que justement, en travaillant sur les sciences, tu as aussi travaillé, mais en tant qu'objet sur les archives, notamment sur les archives orales, ce qui est important, et sur les archives, parce que ce qu'un moderniste comme moi, ce qui appellerait les écritures grises, mais les écritures grises des institutions et des organisations, disons, Oui. quelque chose qui, je pense, en histoire, enfin, tu me diras peut-être, enfin, c'est jetant, mais j'ai l'impression qu'effectivement, les grands chantiers historiques laissent un peu, enfin, la marge, généralement, Mm. qui considèrent que c'est une documentation soit moins intéressante, soit moins noble, disons, que les grandes questions politiques, culturelles sur lesquelles on a initié plusieurs chantiers. Donc voilà, donc tu fais aussi cette histoire par la pratique de l'archive, en quelque sorte. Absolument. Et c'est par ce biais-là aussi que justement, tu as eu l'occasion de réfléchir sur le patrimoine, enfin sur la mémoire, mais du coup sur le patrimoine. Comment est-ce qu'on patrimonialise finalement cet aspect-là? Et donc c'est sur cet objet que nous allons t'écouter aujourd'hui, donc avec une intervention intitulée Patrimonialiser notre quotidien, enjeux et limites pour les lieux scientifiques, techniques et industriels ordinaires. Donc justement, on revient sur le mot ordinaire, souvent qui sort du cadre plutôt clinquant des grandes, Des grands fonds voilà, des d'archives grands fonds d'archives. nobles Euh, et bien conservés dans de très beaux bâtiments. voilà, et bien classé en tout cas. Voilà. Donc je te laisse c'est la parole pour on va dire une cinquantaine de minutes à peu près. Je te rappelle juste, puisqu'on a un rendez-vous après, il faudra qu'on termine à 18h30. Voilà. D'accord. Donc, Mais tu as le temps. merci à vous toutes et aux personnes en ligne, à vous, madame, et à vous, mesdames et messieurs, de vous être déplacés pour écouter ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter. Il s'agit en fait d'une réflexion. Donc, vous avez compris, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des sciences, des techniques, des entreprises. Et il s'agit d'une réflexion sur la difficulté à exercer ce métier et à entreprendre ces recherches. Pour le dire simplement, je ne confierai aucun sujet de recherche sur ces thématiques à un masterand ou un doctorant parce que l'accès aux sources est extrêmement compliqué parce que ce sont des objets qui souffrent de déficit de patrimonialisation. Et donc, lorsque Laurent m'a proposé de venir présenter mes travaux en cours, j'ai décidé de vous parler un peu de cet aspect, qui est un travail en cours, hein, que je dévoile pour la première fois aujourd'hui, puisque je n'ai pas encore publié sur cette thématique, mais en fait qui émerge, qui est une résultante de toutes les difficultés que j'ai rencontrées depuis en gros 25 ans pour entreprendre cette histoire et pour l'écrire, donc pour la partager.
Donc, ce n'est pas très étonnant parce que la notion de patrimoine en elle-même reste extrêmement difficile à définir. Elle suppose qu'on réfléchisse à la nécessité ou pas de sauvegarder et de préserver des lieux, des bâtiments, des objets, qu'ils soient matériels et immatériels, mais qui sont tous investis de valeurs objectives et subjectives, qu'il s'agisse des savoirs, des savoir-faire, que ces savoirs soient artisanaux, économiques, symboliques, mémoriels. Qu'il s'agisse de monuments historiques, d'archives publiques au sens où les citoyens peuvent les consulter, mais aussi de biens privés, personne ne conteste plus aujourd'hui le caractère public de la notion de patrimonialisation. Et cette notion, certains, notamment des historiens, ont cherché à l'étendre aux lieux industriels, scientifiques et techniques, tels les laboratoires de recherche. Et je conclurai mon propos sur la polémique qui a entouré la destruction ou pas d'un des pavillons, Marie Curie, dans le 5e arrondissement. Et cette polémique a été extrêmement vive et extrêmement politique. Mais ce patrimoine recouvre aussi des paysages, des plantes, certaines danses, des danses régionales françaises, bretonnes, ou alors des recettes, qu'il s'agisse de la pizza napolitaine qui a été classée en 2017 au patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc, je n'évoquerai pas ces derniers points, je me limiterai à tout ce qui est bâtiments et archives et outils de la science des techniques pour pouvoir aboutir à une production industrielle. En France, l'intérêt pour le patrimoine industriel est plus récent qu'au Royaume-Uni, d'une vingtaine d'années. Il faut attendre les années 1970 pour que des particuliers, des historiens, des anthropologues, des sociologues, des géographes s'y intéressent. Cette notion de patrimoine industriel, tout comme les autres catégories de patrimoine, recouvre bien entendu l'ensemble des traces et des témoignages matériels, les paysages, les usines, les ateliers immatériels, les savoir-faire, les savoirs, les sciences, la technique avec ses processus de production industrielle, les produits et sans oublier bien entendu les matières premières requises pour ces productions. Pourtant, patrimonialiser ces lieux et leurs artefacts s'avère extrêmement complexe. Ces processus sont liés aussi bien aux attentes des citoyens qu'au bon vouloir des propriétaires et des pouvoirs publics. La complexité même de la notion de patrimonialisation génère des angles morts. Même si l'on étend l'adage des conservateurs d'archives papier classiques et modernes à l'ensemble du patrimoine scientifique et technique et industriel, il faut, et je suis tout à fait d'accord avec cet adage, détruire pour bien conserver. On ne peut pas tout conserver. Pourtant, en l'absence de réflexion, les dangers d'un oubli, d'une oblitération de la mémoire pour analyser et expliquer, comprendre les évolutions de nos sociétés, notamment à partir des années post-Deuxième Guerre mondiale, qui va jusqu'au temps présent, ce danger, cet oubli est réel. Donc, après avoir rappelé les origines et la genèse de ce concept en France, pays riche en patrimoine artistique et historique, je tenterai d'évoquer ce que recouvrent ces processus de patrimonialisation, sans omettre, après avoir évoqué des lieux et des objets patrimonialisés, les lieux abandonnés, les archives en déshérence, pour exposer pourquoi cette réflexion sur le patrimoine scientifique, technique et industriel est absolument nécessaire, notamment lorsqu'on cherche à comprendre les modes de fonctionnement de la société contemporaine dans laquelle nous vivons. Mon postulat est de dire qu'aujourd'hui, pour comprendre notre société, on ne peut plus objectivement séparer la production scientifique, la production technologique et l'industrie. Des scientifiques, des physiciens qui ont été inscrits sur la liste des Nobelisables avaient coutume de dire dans les années 80, il y a autant de sciences que de technologie dans un Concorde, dans une navette aérospatiale ou dans une canette dans une boîte de boisson en alliage d'aluminium. C'est la même science, c'est la même technologie. Il y a de la physique, il y a de la physique des matériaux, il y a des sciences, il y a de la chimie, il y a de la corrosion. Et sans la science fondamentale, on ne peut pas produire nos objets du quotidien. Donc, qui s'intéresse à la société et au patrimoine qu'on va laisser ou pas, est bien obligé d'aborder cette question comme un tout. C'est ce que je fais aujourd'hui.
Donc, les origines de la notion de patrimoine en France, très rapidement, d'après le dictionnaire Robert, le patrimoine est d'abord un bien de famille, un bien hérité de ses parents. C'est souvent synonyme de fortune. Autre définition, c'est ce qui est considéré comme une propriété transmise par les ancêtres. Le patrimoine culturel d'un pays rentre dans cette définition, les monuments, les traditions. Il y a aussi le patrimoine héréditaire, le patrimoine génétique, dont les biogénéticiens parlent beaucoup. Il y a aussi plus récemment le patrimoine mondial de l'humanité, qui est constitué d'un ensemble de biens matériels et immatériels, culturels, naturels, considérés comme étant un héritage de l'espèce humaine par l'Organisation des Nations Unies, qu'est l'UNESCO. En dépit de la définition du Robert, je rejoins quand même les propos de mon collègue Thibault Lehégarat. Je vous enverrai, si vous en avez besoin, toutes les références que je cite, qui, dans un article de synthèse assez intéressant, explique en quoi la notion de patrimoine reste floue. Elle véhicule en fait de nombreuses différences qui tiennent au contexte et à la façon dont on a réfléchi à la conceptualisation du sujet. Les historiens savent et admettent que lorsqu'on parle de patrimoine, on est toujours dans la subjectivité, qu'elle soit individuelle ou collective. Pourquoi donc accorder une attention à un lieu, à des objets, des papiers plus qu'à d'autres, et à quelle fin? Un consensus a émergé au cours du XXe siècle pour reconnaître le caractère public et partagé par le plus grand nombre de la notion de patrimoine grâce à la notion de patrimoine mondial inventée par l'UNESCO. Quel que soit le regard que l'on porte sur cette organisation transnationale qu'est les Nations Unies, son rôle pour la diffusion, la popularisation, la démocratisation de ce concept est majeur, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer les questions de patrimoine aussi volatiles tels que tels que les patrimoines industriels, scientifiques ou techniques, mais aussi les paysages. Avant d'en arriver à l'évocation du patrimoine du second XXe siècle, il convient quand même de faire un détour par les grandes étapes qui ont conduit à l'élaboration de collections privées et qui ont conduit à la conservation patrimoniale. Donc, en France, les origines remontent à la constitution de collections royales et princières et qui, comme en Italie, se caractérise par une pratique des élites au début de la Renaissance. Il s'agit notamment pour François Ier de créer un cabinet des tableaux, c'est-à-dire des collections de peintures qui n'ont pas vocation à décorer les lieux d'habitation ou les lieux d'apparat. Donc, bien que Laurent considère qu'un certain nombre d'objets du XXe siècle n'aient pas valeur à être conservés, voire patrimonialisés, je disais que c'est partie des collègues. vous aurez compris que je considère qu'on peut faire autrement. D'ailleurs, je cite l'historien moderniste français Jean-Pierre Bablon, qui rappelle que les premières initiatives de sauvegarde émanent d'abord de municipalités, dont celle de Paris, qui a été très active dès la fin du XVIIIe siècle, dès 1789, ou bien encore l'action d'intellectuels éclairés. Jean-Pierre Bablon note qu'au XVIIIe siècle, il existe en France une opinion éclairée décidée à lutter contre les pouvoirs publics pour éviter la destruction de monuments considérés par les sujets du roi comme un patrimoine collectif. On note ici encore une fois que la notion d'appartenance symbolique collective passe avant le statut réel des biens en question, qu'ils soient propriété publique ou propriété privée. Et la Révolution est, quant à elle, toujours d'après Bablon et André Chastel, un moment majeur dans la construction de cette notion de patrimoine. L'abbé Grégoire dénonce le vandalisme de la destruction des révolutionnaires, notamment au moment des guerres de Vendée, et il déclarait qu'il fallait inscrire sur tous les monuments et graver dans le cœur la sentence suivante: les barbares et les esclaves détestent les sciences et détruisent les monuments des arts. Les hommes libres les aiment et les conservent. Donc, le principe révolutionnaire de la conservation et de la patrimonialisation était posé, et le décret du 24 octobre 1790
1793, pardon, condamne les abus et prévoit que les monuments publics transportables intéressant les arts et l'histoire, qui portent quelques-uns des signes proscrits qu'on ne pourrait faire disparaître sans causer un dommage réel, seront désormais transférés dans le musée le plus voisin pour y être conservés pour l'instruction nationale. Donc on voit que patrimoine, mémoire et instruction, formation du citoyen vont de pair. Donc, c'est le début des grands inventaires en France. On inventorie bien sûr les biens du clergé, de la noblesse à partir de l'an 2. Et on choisit des objets qui ont certes une valeur esthétique, mais qui d'abord privilégient l'aspect histoire de la nation. Donc, pour passer rapidement sur cette convention qui va rendre obligatoire le processus d'inventaire, je souligne l'importance de cette action parce qu'elle ancre dans une pratique institutionnelle d'État la nécessité de lister les biens dès l'instant où ils ont une valeur symbolique et patrimoniale. La grande différence avec ce qui se produit aujourd'hui, c'est qu'au cours du XXe siècle, s'est produit une sorte d'émancipation par rapport au patrimoine artistique et historique. Aujourd'hui, notre collègue Laurent et moi, Dominique Poulot, souligne qu'il y a deux nouveautés. L'abandon de l'ancrage patriotique, qui dit patrimoine ne renvoie plus nécessairement à la nation, et la fin de l'exclusivité de la culture des élites, de la haute culture comme on l'appelait, pour pouvoir donner un avis sur le patrimoine. Donc aujourd'hui, si je peux aussi parler de patrimoine scientifique, technique et industriel, c'est parce qu'il y a un public qui adhère à cette notion du subjectif, de la nécessité de sauvegarder autre chose qu'un livre ancien, qu'un château ou qu'un meuble Louis XV. Dans le même temps, tout au long du XXe siècle, s'est opérée une démocratisation de l'accès à l'instruction. À l'instruction, à l'éducation, jusqu'à l'ouverture en masse, à partir des années 1950-60, partout en Europe, des universités. Donc, au constat de la fin d'une approche du patrimoine par et pour les élites, s'ajoute le corollaire, la démocratisation de l'intérêt qu'il suscite, ce que Dominique Audreyry qualifie de conquête réussie du public, générant, on le sait aujourd'hui, un nouveau tourisme de masse devenu lui-même une industrie. Si l'État, selon mes collègues Jacques Limousin et François Hichère, s'est emparé du patrimoine pour en faire un instrument d'unification de la nation, force est de constater que les populations, les publics, se sont appropriés ces patrimoines. De destinataires des politiques éducatives, je renvoie aux travaux de mon collègue Pierre Verschuren, ou culturelles, on est passé à des populations, des publics, acteurs, demandeurs, voire décideurs des processus de patrimonialisation. Et donc, je fais mien les propos de Jean-Louis Tornator qui dit que le patrimoine est devenu aujourd'hui un phénomène d'actualité vive, excédant largement le cercle des spécialistes, libéré du monopole d'État, se développant hors de son terreau occidental d'éclosion et qui tend à englober, par sa capacité de fixation, aussi bien objets, monuments, lieux, pratiques culturelles, êtres vivants, les formes complexes et plurielles d'objectivation d'un passé présent ou d'un déjà là. Tradition, mémoire, histoire, culture, environnement sont désormais objets de patrimonialisation. Alors, j'ai bien conscience que je vais très très vite, mais je voulais vous montrer rapidement la façon dont on était passé d'un patrimoine artistique et historique à une appropriation par les citoyens, par les Européens, de ce qu'ils considèrent comme étant constitutif de leur identité et donc leur appartenant. Certains dénoncent les contours trop larges de la définition du patrimoine, parce que si on suit cette définition large, ils prétendent, et ils n'ont pas tort, que tout est chargé de sens, et que si le passé est révolu, nos mémoires, de façon sélective, font revivre des parties de ce patrimoine, et donc tout est potentiellement susceptible d'être patrimonialisé, notamment lorsqu'il reste peu de choses.
Les restes, parce qu'ils sont rares, ont tendance à systématiquement devenir patrimoine. Or, une ruine, une espèce végétale peuvent être sauvegardées, mais est-il légitime de patrimonialiser toutes les ruines? C'est une vraie question. Mais c'est aussi parce que patrimoine est devenu synonyme d'identité, et cela quel que soit le fait, l'objet ou la génération concernée, que cette notion est devenue aussi importante pour pour tous les citoyens européens. Ce flou, cette polysémie atteste aussi une prise de conscience de la fragilité de nos mémoires, des objets dont nous avons hérité. Aujourd'hui, éduqués, informés, trop souvent en temps réel, même si les SHS réfléchissent à conserver ce qui nous semble devoir l'être ou digne de l'être pour transmettre aux générations futures, le temps de la réflexion est souvent trop court pour mettre en place de vrais débats sur ce qui doit, sur ce qui devra être préservé, pourquoi, pour qui, comment. Les réseaux sociaux et l'émotion font trop souvent la décision. Or, l'évolution des sciences industrielles, tellement complexes par essence, doivent être comprises et rendues intelligibles par une forme de médiation pour être protégées. Venons-en au patrimoine industriel en soi. Si en France, le vote de la loi sur les monuments historiques a lieu en 1913, il faut attendre 1984 pour que la sous-direction de l'inventaire de la cellule du patrimoine industriel soit créée et 1999 pour l'institution du label Patrimoine du XXe siècle. Du point de vue de l'Union européenne, ce n'est que le 27 septembre 2005 que le Conseil de l'Europe adopte la Convention cadre de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Il s'agit d'un traité multilatéral du Conseil de l'Europe amenant les États signataires à s'entendre pour la préservation, la connaissance et la pratique du patrimoine culturel et de prévaloir le droit des citoyens d'accéder à ce patrimoine et d'y participer. Donc aujourd'hui, c'est une directive européenne qui autorise chacun d'entre nous à donner son avis sur la nécessité ou pas de conserver et patrimonialiser un lieu, un objet, un bâtiment. Comment est-on arrivé là? Les sciences humaines et sociales, ainsi que nombre de citoyens, d'acteurs industriels, dans certains cas de politiques, ont agi durant des années. Le modèle, pour des raisons d'industrialisation intense et précoce, a été ce qui a prévalu en Grande-Bretagne. C'est dans les années 30, mais surtout à partir des années 50, alors que la désindustrialisation de certains sites battait son train, notamment les sites de la première révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle que les pouvoirs publics britanniques démolissaient à tout va, que le processus de patrimonialisation a démarré en Grande-Bretagne. Nombre de sites deviennent des monuments historiques. Certains sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO dès les années 70, incitant partout dans le monde les États à considérer les vestiges de ce passé industriel sous un autre angle. En 2014, sur les 40 sites validés par l'UNESCO, 29 sites industriels étaient situés en Europe, dont 8 au Royaume-Uni, soit un quart des sites industriels britanniques classés. Je vous renvoie à Iron Bridge Gorge, qui est le premier pont en fer qui a été classé en 1986. Donc, cette reconnaissance par l'UNESCO atteste du rôle des Britanniques dans l'élaboration et la mise en œuvre de cette notion de patrimoine industriel. Dans le cas britannique, il s'agit de sites, de paysages, de lieux globaux qui remontent essentiellement à la première révolution industrielle, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et dans tous les cas, il s'agissait de mettre en avant la force innovante, la pratique éclairante de la Grande-Bretagne en matière de sciences, de techniques et d'industrie, et le côté patrimonial des entrepreneurs de cette première révolution industrielle, faisant fi des luttes des classes, de la condition objective des ouvriers et des trade unions qui sont également nées en Grande-Bretagne. Vous pouvez vous balader dans ces
musée, on évoque par 5 lignes tous les combats menés par les ouvriers. Quoi qu'il en soit, cette approche qui n'est pas neutre est apparue tardivement parce que l'histoire de l'industrie avait mauvaise presse, que ce soit au Royaume-Uni ou en France. Elle renvoie à la noirceur, l'exploitation des êtres humains, la destruction de l'environnement, le profit de quelques-uns par l'aliénation du plus grand nombre, corrélant cette histoire à celle des luttes et des combats ouvriers qui étaient l'apanage de l'histoire sociale avec des silos. Hein, quand on était en histoire sociale, on n'était pas en histoire économique, et quand on s'intéressait à l'histoire des entreprises, on pensait plutôt en fonction du patronat. C'est très récent, hein, la pluri-approche et l'histoire trans-sujet qui se dégage, qui existe aujourd'hui. En outre, au fil du temps et à mesure que la mondialisation a pris de l'ampleur, cette histoire est aussi devenue celle du chômage, des vies brisées, de la désaffection, puis de l'abandon des lieux comme des travailleurs. Ce n'est que dans un second temps que la valeur culturelle de ce passé industriel et donc de certains sites est apparue. Ainsi, certains lieux industriels sont peu à peu considérés comme des biens matériels avec leurs biens immatériels, dignes d'être protégés, conservés et transmis aux futures générations. Les historiens des sciences et des techniques et des entreprises savent ce qu'ils doivent à l'archéologie industrielle, véritable pionnière en la matière. Aussi, aujourd'hui, s'intéresser au patrimoine industriel requiert une approche pluridisciplinaire sur le temps long, qui inclut une étude complète qui mobilise l'histoire des sciences, relations avec le monde académique, recherche et formation, l'histoire des techniques, fabrication, utilisation des machines, formation, production, l'histoire économique, la structure des entreprises, les relations avec l'État, les banques, le marché, la concurrence, l'histoire sociale, à nouveau la structure de l'entreprise, nationale ou privée, les statuts et la condition des travailleurs, le paternalisme, le syndicalisme culturel, le paternalisme, à nouveau, qui structure l'habitat, contribue à l'amélioration de la santé des travailleurs, aux loisirs, l'architecture, mais aussi, et ça c'est très récent, l'impact des productions sur l'évolution des modes de vie et des consommations, et enfin sur l'environnement, avec la prise en compte des conséquences des processus industriels sur les milieux, y compris les milieux les plus éloignés. En France, ce n'est donc véritablement qu'à partir des années 1970-80 que l'on commence à s'intéresser à ce patrimoine. Comme dans nombre de pays anciennement industrialisés, entre les années 60 et 80, sur le plan économique et industriel, on est passé successivement d'une phase de croissance rapide, qu'on appelle les 30 glorieuses, à une phase de crise structurelle et conjoncturelle à la fois, puis à ce que l'on ne cesse d'appeler, depuis en gros 25 ans, les sorties de crise, sans réaliser sur le moment que ces cycles devenant inhérents aux processus industrielo-économiques de notre temps, qui sont en cours, étaient la nouvelle structure du système économique et entrepreneurial. Aussi, le tissu industriel français est passé d'un rythme infernal de la modernisation à l'obsolescence et à la destruction liée aux délocalisations, puis à la relocalisation et enfin à ce que je désigne comme un cycle de redéfinition continue des activités. Inutile de vous dire que personne n'a pensé conservation des archives scientifiques, techniques, industrielles, des lieux, des bâtiments, des outils. Et la partie de l'histoire qui se porte le moins mal est l'histoire sociale, car les historiens ont eu le réflexe de calquer la méthodologie des historiens de la Deuxième Guerre mondiale, notamment les spécialistes de la Shoah, et d'entreprendre très très vite des campagnes grâce à la sociologie et l'anthropologie d'archives orales, sauvant une mémoire que les lieux et les papiers, les archives ne permettaient plus d'aborder. Dans certaines régions, le Nord, la Lorraine, mais aussi dans quasiment toutes les grandes villes, c'est la fin du bruit des ateliers et des usines, des flux de matières premières et de production de produits, certains lieux devenant fantomatiques, devenant des ruines, des lieux abandonnés, engloutissant, comme le dit l'historien Louis Bergeron dans Les lieux de mémoire, une mémoire jusque-là négligée, la mémoire de l'industrie.
C'est la fin des grandes cheminées dans les villes, des lieux emblématiques de l'industrie automobile comme Renault, de la métallurgie parisienne, des mines de fer de Lorraine, des bassins houillers du Nord, de l'industrie textile du Nord, de la bonneterie troyenne. Aucune région n'est épargnée. Lyon étant à cet égard extrêmement représentatif de l'emprise, de la déprise, des friches urbaines, mais aussi de la conservation et de la reconversion de ces sites. Aussi a-t-on regardé ce que les Britanniques faisaient dans ce domaine et influencé par l'Industrial Archaeology, Georges Rivière a inauguré en France le premier écomusée en 1973. Les historiens français, notamment ceux qui étudient l'histoire économique, réalisent à cette époque l'importance des vestiges physiques. Murs, mobilier, archives des grandes comme des modestes entreprises, de la mémoire des chômeurs, des travailleurs, des retraités, des syndicalistes, pour ce qu'ils autorisent comme renouvellement des problématiques, des méthodes et des interprétations de l'histoire industrielle, mais aussi de l'histoire tout court, celle avec un grand H. Car qu'est-ce que l'histoire du XXe siècle sans une approche globale qui inclut aussi bien l'économie que la culture? Comment comprendre les processus d'industrialisation, de désindustrialisation, des évolutions, l'importance des nouvelles technologies de l'information des années 2000, les relocalisations et les relations internationales sans une approche globale incluant les sciences, les techniques, l'innovation, la circulation, diffusion et appropriation des connaissances et des savoirs qui ont entraîné de si grands chamboulements dans nos modes de vie. En parallèle à cette occupation du champ scientifique par les historiens, les anthropologues, les géographes, les sociologues, le grand public ne s'y est pas trompé. Il a été tout à fait sensibilisé par certaines actions locales, par la publicisation et la publication de témoignages d'abord, puis sur ce qu'on a qualifié, enfin d'abord, pardon, sur l'époque classique de l'industrie, c'est-à-dire les entreprises et les industries de la première révolution industrielle, notamment l'industrie du fer. Euh, les grands monuments comme les gares, les entreprises textiles de fabrication de locomotives, pour certaines, ont été préservées. Et on retrouve cet intérêt aussi euh, dans les lieux qui pratiquent de l'histoire fondamentale, comme le laboratoire auquel on appartient lorsque Laurent est à Paris, l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, qui dans les années 80 et 90 a mené de grandes enquêtes, comme celle sur les patrons du Second Empire, ou encore les enquêtes qui ont conduit à l'élaboration et la publication d'annuaires rétrospectifs de la France avec plusieurs numéros consacrés aux industries et donc permettant la mise en chiffres et une interprétation de cette histoire du 19e siècle et du premier 20e siècle, tandis que l'innovation devenait un objet de recherche avec la création du Centre de recherche en histoire de l'innovation à la Sorbonne par l'un des anciens directeurs de l'IHMC. Dans le même temps, les historiens arrivaient à convaincre des gestionnaires, des juristes et des économistes de se rallier à leur panache blanc et lançaient la seule revue francophone sur le sujet, la revue Entreprise et Histoire. On a donc observé dans les années 80-90 un élargissement de la notion de patrimoine et ainsi la préservation de la mémoire de l'industrie en a été l'une des principales bénéficiaires. Des inventaires, à nouveau, on aime bien les inventaires en France, hein, ont été établis, les archives sont devenues, les archives des entreprises, les archives scientifiques et techniques sont devenues dignes d'intérêt et on rejoint les archives nationales puisque l'État a créé le Centre des archives du monde du travail installé à Roubaix qui, à partir de 1993, pour devenir Archives nationales du monde du travail en 2007. Donc, on voit que là, face à la pression et à la perte de mémoire, mais à la pression aussi de tous ces chômeurs, de toutes ces personnes qui étaient maltraitées par l'évolution rapide du système industriel français, l'État a été obligé d'élargir la notion d'archives et désormais, ces archives sont, lorsque les personnes légataires le souhaitent, possiblement déposables aux archives nationales à Roubaix.
Donc, dans le même temps, il faut quand même reconnaître une fragilité à l'édifice. La première fragilité, je la vois autour d'archives, de bâtiments, machines, parce que l'effervescence des années 80 s'est considérablement ralentie depuis les années 2005-2010. Au milieu des années 90, s'est produit partout en Europe un grand cycle de restructuration industrielle. La majorité des entreprises européennes ont vu leur conseil d'administration et leur comité exécutif se peupler de financiers et qui ont pris la place d'ingénieurs et des grands patrons qui avaient une formation aux sciences et techniques industrielles. Et ça, c'est pas neutre, puisqu'à partir des années 2000, j'ai essayé de faire des pointages, la majorité des entreprises basées en Europe, qui ont une histoire européenne, sont considérées comme sont trustées par des fonds de pension nord-américains et sont gérées et administrées par des financiers et non plus par des managers formés dans dans les, par les filières scientifiques et techniques. Pour ces managers, pour ces PDG, il faut obtenir des retours sur investissement très rapidement, 5, 7, 10 ans grand maximum. La technologie, la production industrielle deviennent des moyens de faire des profits et les stratégies des entreprises évoluent rapidement. Les liens avec les territoires, les cadres, les personnels se distendent, pardon, et on passe de localisation à une autre, sans tenir compte d'une excellence ou d'une appartenance, excellence des travailleurs, des personnels, ou une appartenance, une identité régionale. Les historiens et les chercheurs en sciences humaines et sociales n'ont pas été mieux logés que les personnels qui sont relativement rudoyés par ces évolutions stratégiques. Eux aussi ont perdu leurs interlocuteurs, les grands patrons ingénieurs, avec qui il était plus facile d'entrer en contact, plus facile à convaincre de la nécessité de préserver une mémoire, des archives, des bâtiments, de constituer des fonds d'archives orales, en amont, de conserver leur patrimoine en échange de l'autorisation, la possibilité de mener des travaux industriels, des travaux universitaires, en clair, de lancer des thèses de doctorat. Ces patrons étaient disposés à cofinancer avec l'État les actions à mettre en œuvre et pour y parvenir, étaient prêts à autoriser l'accès aux chercheurs de leurs documents les plus récents. Là où aujourd'hui, les financiers considèrent que archives et patrimoine, recherche en sciences humaines et sociales, au-delà de la rédaction de quelques beaux livres ou quelques brochures commémoratives, ne sont que des centres de coûts. Donc, après ces avancées institutionnelles, cette inscription dans le paysage scientifique et technique du patrimoine industriel, on vit aujourd'hui une situation de reflux, un plateau et une situation de reflux. En dépit d'un certain nombre d'inventaires, de reconversions, on peut dire que l'on a conservé beaucoup d'énergie à cette protection, même si beaucoup reste à faire. Et en ce qui concerne le monde industriel du XXe siècle, je dirais qu'il y a aujourd'hui une urgence extrême pour sauver non pas l'intégralité des vestiges de ces secteurs, mais au moins une partie de ce patrimoine. Alors pourquoi? Il y a des limites à la patrimonialisation. Les bâtiments sont moins beaux, donc on se pose très vite la question de la réaffectation. Que faire de bâtiments moches, modestes, d'architecture répétitive et qui n'ont surtout pas pensé pour durer, contrairement aux bâtiments industriels de la fin du 19e et du début du 20e siècle et qui étaient construits en matériaux solides.
Autre limite, les écomusées dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont fleuri partout en France. Bon, ce sont des organisations locales qui sont fondamentales pour faire de l'histoire des entreprises, mais qui sont sujets à l'instrumentalisation, puisque la majorité des financements sont locaux et dépendent du bon vouloir politique des édiles. Devant un sentiment d'urgence partagé et légitimé par les initiatives de l'État, de nombreux historiens, souvent venus de l'histoire économique ou de l'histoire des techniques, ont, grâce aux liens interpersonnels avec les patrons, réussi à s'implanter dans les entreprises. Et donc, ont constitué quelque chose que je n'ai pas trouvé ici ou qui n'existe pas au Royaume-Uni, les comités d'histoire. En France, il y a beaucoup de comités d'histoire. Le comité pour l'histoire de la pote, le comité pour l'histoire de l'aluminium. Et ces comités, dans les années 90, 2000, étaient contrôlés par les universitaires, historiens, anthropologues, sociologues, et donc sont passés par l'Institut pour l'histoire de l'aluminium ou le comité pour l'histoire de la poste ou le comité pour l'histoire économique et financière, un certain nombre de gens de ma génération et qui sont maintenant professeurs partout dans les universités. Donc, l'histoire des entreprises, la nécessité de préserver ce patrimoine avait lettre de noblesse, ce qui n'est plus du tout aussi évident aujourd'hui. Tout ce que je suis en train de vous dire sont à analyser à l'aune de la faible culture scientifique et technique qui prévaut en France, notamment. Jusque dans les années 80-90, de nombreuses tentatives ont été conduites pour développer cette culture scientifique et technique qui forme le citoyen, qui lui permet d'avoir un point de vue légitime quant à la nécessité ou pas de patrimonialiser. J'en veux pour preuve l'ouverture de la Cité des sciences et de l'industrie, qui a été inaugurée en 1986 et qui avait pour mission de former aussi bien les enfants que les collégiens, les lycéens, que leurs parents aux sciences avec un S, aux techniques avec un S et aux industries avec un S. Donc, à partir des années 80, l'État, si je puis dire, avait rempli son contrat avec cet endroit qui a des archives, pas beaucoup, qui a surtout patrimonialisé photos, films, littérature grise, et qui met en œuvre des expositions afin de former tous les enfants, depuis les tout petits, hein, puisque à la Cité des Sciences, c'est à partir de 25-30 mois où on commence à pouvoir avoir accès à ces jeux. Et dans le même temps, comme tout à l'heure, j'ai parlé de la destruction très rapide des industries à l'intérieur des villes, dont Paris, il a été choisi le lieu des abattoirs de la Villette, hein, au nord-est de Paris, pour implanter cet espace d'éducation et de loisirs. Et c'est pas neutre, parce que c'était une réponse de l'État pour réparer la destruction des pavillons Baltard qui se trouvaient dans le centre de Paris, à côté de l'église baroque Saint-Eustache, qui aujourd'hui s'appelle le Forum des Halles, et qui avait donné lieu à une grande contestation. Et il ne reste qu'un seul pavillon de Baltard aujourd'hui, qui est à Nogent, c'est une salle de concert. Donc l'État, par ce lieu symbolique et ce choix de privilégier la formation aux sciences, aux techniques et à l'industrie, avait rempli son contrat. C'était sans compter avec ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la part de plus en plus importante des financiers dans le tissu industriel européen. Et l'éducation scientifique et technique passe par la pédagogie. Or, une grande partie des personnes formées dans les écoles d'ingénieurs en France, notamment les plus prestigieuses, Polytechnique, Centrale, leurs élèves, à partir des années 1995-2000,
se sont mis à opter pour la finance plutôt que pour l'industrie en matière de carrière personnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que dans les années 80, il était possible de négocier avec une municipalité ou un entrepreneur pour préserver une partie des choses, on a vu se répéter à nouveau, et ça a été une très grande violence symbolique pour les ouvriers de chez Renault, lorsqu'ils ont quitté l'île Seguin, Boulogne-Billancourt, et qu'ils ont vu qu'à la place de l'endroit où plusieurs générations d'ouvriers avaient travaillé, surgir de terre des bâtiments d'habitation, de bureaux, de médias, hein, puisque le siège de TF1 est là-bas, par exemple, mais pas que. Et inutile de vous dire que les ouvriers et les classes populaires qui habitaient Boulogne-Billancourt n'ont pas eu accès à ces nouveaux logements, et que cette reconversion des lieux qui ont gardé, alors il y a encore la grande porte, je vous enverrai la photo, la grande porte Renault par laquelle entraient tous les travailleurs, qui a été préservée, qui est classée, mais il ne reste que cela. Encore un HLM à gauche et partout des immeubles et des sièges de bureaux qui contribuent à gentrifier cette zone de Paris qui était, et de sa banlieue qui était populaire, mais surtout qui contribuent à chasser les activités industrielles encore plus loin, et qui imposent aux travailleurs, et ça on en a tous entendu parler pendant la pandémie, des heures de transport pour pouvoir venir travailler sur les lieux qui ont été réaffectés. Une fois encore, les choses se sont produites différemment à Lyon. Donc, je vois que le temps file. Euh, je ne veux pas terminer sur une note trop pessimiste, mais si on veut pouvoir agir, il faut quand même que nous ayons conscience que nous avons des droits, ce que j'ai essayé de vous dire comme citoyen européen. Hein, on peut faire remonter nos désirs. Mais pour pouvoir conserver, c'est aussi ce que j'ai dit au début de cet exposé, il faut pouvoir détruire. Donc, il faut que nous soyons tous collectivement formés pour réfléchir ensemble sur la nécessité ou pas de conserver ou pas archives, bâtiments, objets. Je prendrai un exemple qui peut-être vous parlera. C'est d'autant plus urgent que certains artistes s'emparent du sujet. C'est la mode des biopics. Je vous renvoie au film de Christopher Nolan sur Oppenheimer, qui est long, qui est précis. Il n'y a pas une faute en matière de chronologie de les recherches qui sont conduites pour mettre au point la première bombe atomique. En revanche, Nolan n'accorde pas une scène aux questions scientifiques et techniques, au développement, à l'industrialisation de la bombe, aux questions qui ont dominé, parce que ce n'est pas les trois équations qu'on nous montre dans leur salle en plein désert du Nevada qui ont été importantes. Les questions majeures pour fabriquer et gagner cette course avec les nazis, c'était comment organiser les allées et venues entre la science fondamentale, la science appliquée, les technologies nécessaires pour la fabriquer et les allers-retours. Et là, pas une scène. Hein, je l'ai vu 3 fois, bien regardé. Donc, comment, puisque aujourd'hui on vit dans un monde d'interaction, si les historiens des sciences, des techniques, de l'innovation, des industries, ne sont pas à nouveau, comme l'ont été ceux qui m'ont formé, qui m'ont appris le métier il y a 40 ans, militants dans la nécessité, non pas de tout conserver, mais de réfléchir à la nécessité de conserver arbitrairement, on est bien d'accord, mais une histoire du travail des années 2000 à 2040. Sur quelle manière on va l'écrire? Qui conserve les contrats de location des open space? Lorsqu'un auto-entrepreneur loue un temps de bureau partagé
qui conserve la trace de son contrat de location pour 1 jour, 2 jours, 4 jours. Donc, on va voir, d'un point de vue journalistique, que les jeunes, vingtenaires, trentenaires, sont des travailleurs nomades. Et puis, une fois qu'on aura dit ça, quelles sont les conséquences de ce nomadisme? Quelles sont les nouvelles pathologies? Quels sont les modes de vie? Où vivent-ils? Quels sont les temps de transport? Quelles sont les infrastructures qui ont été nécessaires pour pouvoir organiser ce nomadisme? Par exemple, je ne sais pas si vous êtes informés, mais les bourses des grandes places boursières sont à côté de hubs informatiques extrêmement performants parce que les cotations se situant en milliardièmes de seconde, plus on est prêt, plus on a l'information vite, plus on agit vite. Ça, on va au cinéma de temps en temps. Je vous mets au défi de trouver des travaux sur l'histoire des travailleurs de la finance, parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent et qui souffrent dans ces bâtiments, parce que nous n'avons pas pensé en amont à ce que pouvaient être les conditions de travail de ces personnes. Autre point, on a tous des ordinateurs, on est en visioconférence. Si je ne vous envoie pas mon texte, si je ne vous envoie pas mon PowerPoint et mes photos, les données qui sont enregistrées seront perdues, allez, 3 ans, 4 ans, 5 ans grand maximum. Si on les conserve sans penser à la nécessité de transposer les données nativement numériques d'un support à l'autre, ce qui veut dire qu'en amont, au moment où on décide de ce que l'on doit ou pas garder, on pense à ces questions. Peu d'entreprises le font. Alors, je sais que le groupe La Poste, qui est une entreprise privée à capital public, le fait parce qu'elle a des obligations légales. C'est l'entreprise La Poste qui gère le plus grand nombre de comptes et d'actifs financiers en France. Donc, elle a l'obligation légale de pouvoir donner des informations sur un compte d'épargne qui a 40 ou 50 ans, hein, quand la grand-mère ou l'arrière-grand-mère décède. Donc, on a transposé d'un point de vue technologique. Je ne suis pas sûre du tout que les centres d'archives nationaux en France aient les moyens financiers, mais que les personnes aussi qui sont responsables de ces conservations soient à même de pouvoir transposer d'un système à l'autre les données nativement numériques. Tout ça pour vous dire que lorsque vous achetez un ordinateur ou un logiciel et qu'on vous demande de télécharger les notices techniques, faites-le, gardez-les et mettez-les dans un grenier, parce que si l'encre de votre imprimante n'est pas trop mauvaise, il y a fort à parier que dans 25 ans, ce sera les seuls documents que les historiens de 2040 ou 2050 auront pour faire une histoire de la pédagogie et de l'enseignement à distance qui est pratiquée partout en Europe depuis 2020. Donc, pour ce faire, il faut des chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont les méthodes d'analyse critique, mais il faut pratiquer ce que j'appelle le compagnonnage. C'est-à-dire qu'un historien ou une historienne toute seule ne peut pas décider. Pas plus qu'un ingénieur, qu'un informaticien ou qu'un physicien. Donc, c'est l'histoire que je pratique qui est extrêmement difficile parce que pour investir un champ scientifique et technique, je dois absolument être accompagné par un chimiste, un physicien, un informaticien qui va m'aider à comprendre la documentation qui est la sienne, mais qui à terme me permettra de dire bon, je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas grand pouvoir, mais je préconiserais que l'on garde ces archives. Et à force de me plaindre, de geindre, d'aller de séminaire en séminaire en concluant qu'il sera bien plus difficile d'écrire la science l'histoire de la science du 21e siècle que celle des Mésopotamiens ou d'écrire sur la chimie de Lavoisier, parce que là, on a tout un tas de papiers. J'ai été entendue et on a, avec ma collègue moderniste Emmanuelle Chaperon, on est lauréat d'un programme de recherche qui démarrera en 2025 et qui s'intitule Faire collection. Et on part de la nécessité
de faire attention aux bibliothèques au XVIIIe, et on vient jusqu'à aujourd'hui sur la nécessité de conserver certains livres qui n'existent que sous format numérique. Donc, pour pour avoir ce type d'approche, pour bien détruire de façon raisonnée, il convient de développer ces compagnonnages. Et donc, pour conclure, je voudrais revenir sur la difficulté de pratiquer ces sciences humaines et sociales et cette histoire des sciences, des techniques et de l'industrie. En janvier dernier, l'Institut Curie à Paris, qui est un des premiers centres de recherche sur le cancer en Europe, décide, c'est un institut privé, hein, des données privées, décide de détruire le bâtiment des sources, qui est un bâtiment où on préparait le radium avant les expériences de Marie Curie. Le laboratoire de Marie Curie est totalement préservé, c'est un musée depuis 1994. Un spécialiste, un retraité, spécialiste des réseaux sociaux, a lancé une pétition mettant à peu près sur le même plan, et là, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, la nécessité de préserver le jardin de l'Archevêché à Paris, la nécessité de préserver le bâtiment, le pavillon des sources, et ça a pris comme un feu de paille. Et donc, on a eu des discussions, des polémiques alors, venant des écologistes, parce qu'il y a des platanes dans ce petit jardin qui on s'entend, euh, des politiques. L'actuelle ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, était en janvier encore dans l'opposition à la maire Anne Hidalgo, la maire de Paris. Donc, elle a donné son avis. Il y a eu les people, la presse people, en la personne de Stéphane Bern, qui a donné son avis sur la nécessité impérieuse de conserver ce bâtiment. Alors, inutile de vous dire que les scientifiques qui, eux, attendent leur bâtiment et les conditions pour travailler font grise mine. Et puis, ben, dans tous ces échanges, à la fin, il y a eu les associations féministes qui luttent contre l'invisibilisation des femmes au travail, notamment des scientifiques, et qui ont crié, alors à juste ou pas titre, qu'on portait atteinte à la mémoire de Marie. Alors, je ne prononcerai pas son nom polonais, peut-être que tu peux le faire. Skłodowska. Curie. Alors, je rappelle simplement que cette éminente Nobel est panthéonisée, hein, puisque elle est au Panthéon avec son mari. Et donc, tout le monde a cherché à orienter la décision. Le patron de Curie a certainement dû devenir chèvre, les donateurs aussi, et puis les scientifiques, parce qu'on est dans un monde cruel, hein, la science aujourd'hui, c'est un monde où la compétition est extrêmement vive et chaque semaine compte dans la restitution d'une expérience ou la publication ou le dépôt d'un brevet. Et donc, j'ai constaté que on n'avait pas beaucoup entendu les historiens et les historiennes des sciences et des techniques. Alors, soit qu'on n'a pas été informés, soit que nous n'ayons pas été sollicités, soit que nous n'ayons surtout pas eu envie de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Quoi qu'il en soit, quand on voit l'émotion suscitée par un bâtiment devant lequel tout le monde passait tous les jours, qu'il y avait des graffitis, personne ne s'en préoccupait, uniquement parce qu'il y a eu une sensibilisation via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il semblerait qu'il y ait un compromis, on garde le bâtiment, on construit les laboratoires au-dessus et on inclut dans ce bâtiment toute une partie du musée qui serait dédiée à la formation scientifique et technique. Et donc, on reboucle avec la nécessité d'avoir des citoyens formés sur ce sujet. Je tiens à dire que dans le même temps, comme la montagne Sainte-Geneviève est totalement en travaux, il y a des trous partout, des grues partout, on a détruit, sans se poser la moindre question, des mètres linéaires d'archives, mais alors sans se poser la moindre question.
aux grandes dames d'un certain nombre de conservateurs et de bibliothécaires dont les voix n'étaient pas spécialement audibles. Alors, heureusement, il y a l'urbex. Alors, vous êtes jeune, hein, vous en pratiquez peut-être. Moi, j'aurais bien aimé, mais quand j'avais 25-30 ans, ça ne se faisait pas. Et l'urbex remplit pas mal sa fonction dans la mesure où j'ai découvert, grâce à Nicolas Offenstadt, qu'il y avait un grand nombre d'urbexeurs qui, une fois qu'ils avaient commencé à s'adonner à cette pratique, étaient intéressés par l'histoire des lieux, l'envie de rentrer en contact avec les personnes qui avaient travaillé, vécu ou subi dans ces lieux, et que de fait, quand on fait de l'urbex, on trouve des fonds d'archives, on rencontre des témoins, et donc c'est une autre façon de participer à la patrimonialisation ou pas des lieux. Mais pour ce qui concerne donc les travaux de ce collègue sur l'ex-RDA, il est dans certains cas le seul à avoir eu accès à des données, des témoignages et des archives de lieux qui, depuis son passage, ont été complètement rasés. Et sous peu, je tiens le pari qu'on lui posera des questions sur l'histoire des lieux. Voilà, j'ai été trop longue, je vous remercie. Gabriel, je te remercie énormément, parce que même si tu ne nous as pas présenté de PowerPoint, moi en tout cas, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, parce que ça faisait appel, et finalement, par ce biais précis de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'industrie, etc., mais ça faisait appel à des questions plus générales, en fait, finalement, qu'on se pose comme historien dans d'autres champs. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut préserver, comment est-ce qu'on doit préserver, quel est le statut, finalement, de cette mémoire, etc. Donc, ça m'a fait réfléchir à plein de sujets, en fait, en réalité, qui se rendent, enfin, dans une pratique d'historien. Donc, j'aurais différentes questions, mais je vais peut-être laisser la parole au public si vous avez des questions, donc soit dans la salle, soit en ligne, soit dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Donc, si vous avez une question. Oui. Oui, je sais que la mission première des musées d'envergure nationale n'est pas de conserver ce genre de patrimoine, mais ils ont quand même plus ou moins été inspirés par ça, par je dirais l'impression publique de conserver les savoirs locaux, etc. Est-ce que aujourd'hui il y a quand même une place qui a été réservée dans ces grandes institutions au patrimoine technique et technologique, industriel, ou alors comme vous l'avez souligné, c'est encore en train d'être poussé et on n'est pas encore à ce stade-là. Alors, je suis passée trop vite parce que j'étais bien trop longue. Il y a des écomusées qui ont été ouverts hein, depuis les années 70, absolument partout en France. Hein. Mais la limite du périmètre de conservation de ces écomusées, qui font un travail remarquable, notamment d'explication auprès des jeunes publics, c'est les périodes étudiées. Comme je le disais, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'histoire des sciences et des techniques du second XXe siècle et des 25 premières années du XXIe que de parler de la filature ou du premier haut fourneau. Les savoirs requis ne sont absolument pas les mêmes. Et la Cité des sciences et de l'industrie fait son travail. Mais le CNAM aussi, le Conservatoire national des arts et métiers, organise en lien avec les différents centres de conservation des travaux. Mais ce qui me préoccupe véritablement, c'est l'absence de réflexion collective, parce que localement, je vous invite à aller sur le site de la ville de Lyon, vous verrez que tout ce qui concerne l'industrie lyonnaise du 19e siècle a été inventorié. Mulhouse, c'est pareil. On trouve dans les musées régionaux qui ont rang de musées nationaux, que ce soit à Mulhouse ou à Lyon, tout un tas d'archives matérielles sur les fils, les étoffes, les teintures. On est capable d'écrire une histoire des Indiennes du 18e et du 19e siècle. Je ne suis pas tout à fait certaine qu'on soit capable d'écrire une histoire des teintures au Bangladesh ou au Pakistan. Aujourd'hui, on ne parle de ces entreprises et de ces technologies et de cette
conscience que lorsqu'il y a des accidents industriels ou des pollutions d'envergure. Donc, mon souci, c'est la page blanche, en gros, pour la période qui court des années 1970 à nos jours. Parce que la question que vous posiez, les musées locaux le font plutôt assez bien, je trouve. À chaque fois, corrélé avec des associations de gens intéressés, on trouve une foule de choses. La question, c'est pour cette période, pour en gros, les 60-70 dernières années, là, 60 dernières années. Vous avez parlé de la figure de l'entrepreneur de la fin de la première révolution industrielle au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté-là en France où il y a eu de mettre en exergue cette figure-là, ou est-ce que c'est surtout un phénomène britannique? Alors, c'est plutôt un phénomène britannique parce que la patrimonialisation des lieux était bien plus avancée au moment où elle a été, enfin, au moment où on l'a fait, l'histoire des entreprises était en train de sortir du giron de l'histoire économique. Donc, ce qui a été fait n'a pas été défait. En France, au Creusot, le premier écomusée, il y a tout un tas d'ouvrages, de travaux qui ont été consacrés au Schneider. C'est incontestable. Mais dans le même temps, parce que les universitaires étaient inclus, et le sont toujours, dans les commissions scientifiques, on a d'autres approches. C'est-à-dire qu'au Creusot, aujourd'hui, on fait aussi bien de l'histoire sociale que de l'histoire des sciences et techniques, et on peut dire que les ouvriers travaillaient trop longtemps, souffraient de silicose, enfin, il n'y a pas d'angle mort. Mais pareil, les Britanniques ont rattrapé le travail. Mais quand vous allez au musée de Iron Bridge Gorge, vous voyez bien que c'est une approche, de mon point de vue, qui reste quand même héroïsante et qui montre la grandeur industrielle de la Grande-Bretagne. Et on peut très bien, et d'ailleurs on a de jeunes collègues qui le font, partir de l'histoire de l'environnement et invalider tout ce qui est dit. C'est aussi une histoire de la destruction du milieu, une histoire de la destruction des espèces, de l'épuisement des ressources naturelles, de la domination du plus grand nombre pour le profit de quelques-uns. Ben voilà. Donc, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de croiser l'ensemble. Parce que si je rapporte les travaux qui ont été faits pour la première révolution industrielle, si on doit faire ça pour toutes les entreprises issues des, des nouvelles technologies de l'information, telles comme on les appelait dans les années 2000, ben là, il nous faut de la matière. Et là, moi, j'ai pas eu vent de campagne d'entretien. Peut-être que des collègues anthropologues ou sociologues investissent des open space pour faire des enquêtes pour savoir comment vivent et travaillent les gens qui occupent ces bureaux. Il y en a de plus en plus quand même dans les villes, hein, donc et puis, alors si les syndicats qui accueillent des personnels auto-entrepreneurs en souffrance et qui les aident, je pense notamment aux auto-entrepreneurs, livreurs type Deliveroo et tous ces métiers très récents qui pullulent dans tous les centres urbains. Là, on a un peu de témoignages. Je sais qu'il y a des anthropologues et des sociologues qui les suivent et qui essaient d'écrire sur la condition objective de travail de ces personnes. Mais si on ne fait pas ça maintenant et en même temps que se produit l'émergence de ces nouveaux métiers, bah, on n'aura qu'un discours officiel qui peut être celui du fisc ou celui de la plateforme qui les emploie et les exploite. J'aimerais bien, par exemple, avoir une histoire d'Uber. Pas sûr que je sois bienvenue si je pose des questions, si je demande d'avoir accès aux fichiers. Et ça, sur le coup, j'ai une question peut-être pour rebondir sur les archives, ce que tu dis en général, parce que est-ce qu'on n'est pas condamné presque en travaillant sur ces questions-là
à être en retard par rapport à une pratique. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on n'est pas condamné aussi à travailler sur ces aspects-là par le biais de l'histoire orale? Parce que j'ai l'impression que la source de la pratique, enfin, disparaissent de fait, et c'est lié évidemment aux entreprises, c'est lié à des entreprises très capitalistes au sens propre du terme comme Uber, mais finalement, c'est quelque chose qu'on voit aussi même dans la pratique universitaire. C'est-à-dire que la place du mail aujourd'hui, la place de du virtuel est telle que c'est vrai, ou même au niveau de la diplomatie. Par exemple, avant, on disait que l'une des archives par excellence, c'était les archives diplomatiques. Aujourd'hui, Absolument. les trois quarts du travail de diplomate, en fait, se passe par des échanges de mails qui sont plus... Alors, certains sont enregistrés, mais il y a plein de messages informels. Donc, qu'est-ce qui va en rester? En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi quand on regarde finalement cette pratique qui se met en place du point de vue du modernisme, Hmm. si je me place en tant que tel, c'est assez intéressant parce que finalement, on voit une pratique qui avait cours même au niveau de l'État jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des archives privées, en fait, une confusion entre les archives Hmm. publiques et les archives privées. Et en fait, on a l'impression aujourd'hui que chacun, en fait, est redevenu ou est devenu propriétaire de ses propres archives. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le fond d'archives d'une activité professionnelle aujourd'hui, c'est son ordinateur. Donc, en fait, il faudrait que chacun dépose son ordinateur quand il finit un poste ou quand il finit son métier, etc. Évidemment, ce qui pose plein de questions sur le droit à la vie privée, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça qui est très compliqué. Je ne sais pas comment est-ce que toi, tu le vois, parce que là, pour le coup, c'est un objet de l'histoire des techniques, précisément. Quelle est la place aujourd'hui du mail, enfin du mail ou du virtuel en général, dans les pratiques professionnelles, en fait? C'est-à-dire que... Alors, la plus grande catastrophe pour les historiens du XXe siècle, avant les ordinateurs et l'invention des courriers électroniques, c'est le post-it. Oui, alors après, effectivement, Ah, je ne ouais. plaisante pas. Je Non, te non, jure mais que je quand tu vois ce que tu ouvres veux dire. des liasses d'archives qui ont été préservées et que les post-it ont disparu, et alors on les voit. Alors, pour un manager, un patron d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui prévaut là, c'est l'agenda de son assistante. S'il Oui. n'a Et beaucoup sont partis à la poubelle, malheureusement, hein. Mais pour l'histoire des sciences et des techniques, on a des cahiers de labo, et puis il n'y a plus les post-it. Donc, on va voir des scientifiques qui disent: «Ah ouais, mais moi, cette chimie-là, je ne la comprends pas. Je ne sais pas de quoi il retourne, là, je ne vois pas le but de la manip». Donc, la nécessité du compagnonnage. Pour répondre à la pratique et aux conséquences des données nativement numériques, comme on dit, avec Valérie Tess, qui est historienne médiéviste, et Florence Weber, qui est anthropologue, on a un séminaire qu'on intitule Archives normaliennes. Mais ce ne sont pas les archives des normaliens, ce sont les archives des personnes qui travaillent à l'ENS, et on a déposé un projet pour inciter les scientifiques à non pas tout garder, mais garder une partie de leurs données numériques. Et les physiciens s'y prêtent assez bien, les biologistes sont ravis parce que eux, comme ils déposent beaucoup de brevets, Oui, c'est une manière de... ils ont la conscience de la conservation de la donnée. À l'ESPCI, donc École supérieure de physique, chimie industrielle de la ville de Paris, j'ai une collègue qui qui fait de la science fondamentale jusqu'à la start-up. Elle est effondrée parce que, il y a une partie des manips qui sont refaites dans son labo, qui ont été faites il y a 25 ans. Donc, on voit bien la nécessité d'avoir accès à ces données et de continuer à pratiquer l'accumulation des connaissances. Et puis, j'ai transféré ces questionnements à l'intérieur du laboratoire pour lequel je suis directrice adjointe, donc des historiens. Et je vous jure que naïvement, j'imaginais que j'allais être bien accueillie. On va conserver les archives de quelques programmes de recherche. Ah, c'était une assemblée générale, il y avait un grand nombre de collègues qui étaient là. Grise mine, mais quand je vous dis grise mine, c'est grise mine absolue. C'est mon ordinateur. Oui, enfin, c'est un ordinateur qui était fourni par le CNRS, qui est donc financé par les deniers de l'État. Je vous rappelle que vous êtes tous fonctionnaires, donc vos données ne vous appartiennent pas, elles sont propres. Ah oui, mais ce sont des notions que la portabilité des données a générées. C'est-à-dire que je retrouve les archives des enquêtes que j'évoquais tout à l'heure, les annuaires rétrospectives, il y a des fiches, il y a des fiches mécanographiques, tout ça est resté au laboratoire. J'essaie de convaincre toute l'équipe qui publie le journal de Hardy
depuis 25 ans de laisser leurs données, ils sont d'accord. Je ne suis pas certaine d'obtenir le budget pour la transposition des données les plus récentes. Donc, si le collègue canadien a les fonds, je pense que tout partira à l'UQAM à Montréal, qui est partenaire du projet. Donc voilà, c'est une vraie question, mais c'est la portabilité et le nomadisme de nos pratiques qu'il faut penser en amont. Et donc, il faut dire, ben voilà, on a un serveur commun, on ne change rien, mais on décide collectivement d'archiver. Et aujourd'hui, les juristes le font, hein, puisqu'ils sont tenus de préserver les données légales, les financiers. C'est un métier plus formel, donc, peut-être. Voilà. Et puis surtout, certains types d'entreprises. Oui. Parce que moi, si tu veux, ce que je vois comme ce qui complexifie cette question-là, en fait cette sorte de fluidité entre le public et le privé, précisément dans cette correspondance aujourd'hui qui est devenue pléthorique, enfin, par le biais du mail, et ce qui fait aussi qu'évidemment, c'est des pratiques qui sont pas forcément aussi normées que, par exemple, enfin, écrire une dépêche au XVIIe siècle, on ne l'écrivait pas de la même façon qu'aujourd'hui, on écrit un mail entre collègues. Enfin, donc, toute la question aussi, est-ce qu'on a envie que ce soit préservé? Et un historien est d'autant plus sensible, parce qu'il sait que si ça devient son archive, c'est à partir de cette archive-là que va être écrite quelque part peut-être son image, ou que va être écrite l'image de son labo, ou peu importe, hein. Donc, en fait, c'est aussi une manière de réfléchir sur la manière de laisser des traces, en quelque sorte. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. À une nuance près, c'est que puisqu'on n'a pas pensé en amont, Mm. on n'a même pas eu l'idée, hein, ça n'a Ah oui, effleuré non, mais l'esprit ça, de personne. je suis tout à fait d'accord. Alors, on est absolument à l'IHMC ravis d'avoir toutes les archives de Michel Vauvel, qui était le grand patron des commémorations du bicentenaire de la Révolution française. Donc, il y a le fonds Vauvel. Mais quels sont les autres fonds d'historiens qu'on aura? Bien sûr. Donc, alors, je ne sais pas si, par exemple, les professeurs du Collège de France, quelle que soit la discipline, conservent mieux leurs données. C'est vrai que je n'ai pas posé la question. Mais c'est extrêmement complexe pour changer de lieu. Il y a en biologie, dans le département de biologie de l'ENS, les expériences qui sont menées sont menées à partir de tissus vivants, pour certaines. Comment on conserve ça? Mm. Doit-on le conserver? Et puis après, il y a des questions éthiques. Oui, bien sûr. Comment conserve-t-on certaines données, notamment en médecine? Donc, c'est pour ça que je pense, sincèrement, qu'il faut une sorte de réflexe collectif, et peut-être que c'est au niveau de l'Europe que ça doit se faire, pour avoir une transposition au niveau des États, en disant, bah, vous devez, chaque État doit être à même, il n'y a pas que les espèces vivantes. Là, les différents pays qui ont des faunes et des flores originales envoient en Norvège soit des graines, soit des génotypes, dans l'idée de protéger le patrimoine vivant. Mais, d'accord, en attendant et entre cet extrême et notre quotidien, euh, peut-être qu'on aura besoin, pour savoir où on veut aller, de savoir comment on est arrivé à ces points. Parce qu'on entend toujours médire sur l'addiction aux écrans, l'addiction aux réseaux sociaux. On parle très souvent de violence des débats dans les assemblées, hein, qu'elles soient polonaises ou françaises. Est-ce que, en comparant les tweets qui ne sont pas conservés et la violence des invectives dans les journaux de la presse de la Troisième République au moment de l'affaire Dreyfus, par exemple, il existe une grande différence? Bah, moi, je veux bien faire une étude sémantique, une histoire du vocabulaire politique. Mais comment vais-je écrire une histoire du vocabulaire politique? Je n'aurai, puisqu'on va de plus en plus vers une dématérialisation, que l'histoire soit des grands médias nationaux qui ont la double production. Pour combien de temps? Personne ne le sait. Et
les films des séances qui sont enregistrées, or elles ne le sont pas toutes. Donc, on est vraiment, me semble-t-il, à un moment où on doit réfléchir à la corrélation entre mémoire, patrimoine, démocratie Oui, et évidemment, futur. il y a la question politique aussi. Écoutez, il nous reste, parce que nous, il faudrait qu'on parte après, il nous reste 5 minutes, donc si vous avez une dernière question, ultime, si quelqu'un vous posait une. Ah, je veux bien peut-être moi éventuellement une question de conclusion, enfin pas de conclusion, mais pour revenir un petit peu à ce que tu disais en fait à la fin, qui est tout un autre sujet, mais qui me paraît c'est intéressant justement par rapport à cette thématique. C'est-à-dire que là, en ce moment, on voit effectivement que ce qui se développe beaucoup en histoire, c'est l'histoire de l'environnement, précisément, parce qu'il c'est dans différents domaines, d'ailleurs, vraiment en histoire économique, mais aussi en histoire culturelle, en histoire même, même religieuse, quelque part, en fait, de l'environnement, comment est-ce que les communautés fonctionnent localement, etc. Et alors, je me pose cette question-là, est-ce que justement, est-ce que c'est pas une des raisons, peut-être aussi, pour laquelle l'histoire des sciences très contemporaine et peut-être aussi, ça a parfois du mal à ça s'affirmer parce que ce que tu disais très bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette question d'étudier les évolutions industrielles ou d'étudier les pratiques scientifiques. Finalement, c'est quelque chose qui, face à ce prisme de l'environnement, peut être vu comme une histoire négative en quelque sorte. C'est-à-dire quelque chose qui finalement qui est vu un facteur de désorganisation, ou un facteur qui est plutôt vu comme un facteur de destruction précisément des sociétés humaines, etc. Donc justement, est-ce que du coup, cet engouement actuel pour l'histoire de l'environnement, il n'est pas aussi un frein en quelque sorte à l'histoire des sciences plus générale en quelque sorte? C'est-à-dire, est-ce que ça va ensemble à ton avis ou est-ce que ça ça s'oppose quelque part en fait finalement? Je pense pas qu'il y ait d'opposition, hem, parce que, les collègues qui travaillent en histoire de l'environnement, le dialogue est facile. Je Les industries polluent, la science pollue, Oui, non, bien sûr, ça c'est évident. i en revanche, il y a quelque chose qui objectivement, constitue un frein, c'est, comment dire? La complexité croissante, des connaissances et des savoirs produits. Mhm. Tout à l'heure, j'évoquais, un chimiste, qui, ne peut pas lire ou un physicien qui ne comprend pas, le travail qui est fait dans la pièce d'à côté. C'était déjà comme ça il y a 10 ans, heu et ça s'accentue. Donc aujourd'hui, pour comprendre, le mode de société dans lequel on est, les sciences humaines et sociales ont besoin alors évidemment c'est une lapalissade, hein, de faire de la pluridisciplinarité, Oui. mais du compagnonnage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des acteurs Mhm. de chaque secteur scientifique, technique, qui aient conscience de la rapidité de l'obsolescence dont est frappé son travail et qu'ils se disent: «Bon, je vais sur, 10 projets techniques, on va peut-être en garder un Mhm. et on va l'expliquer, on va le documenter». Parce que le problème, c'est, outre la transposition d'un système, informatique à un autre, il y a aussi, la nécessité de documenter et d'expliquer pourquoi on conserve les données et tu vois, de mon point de vue, c'est ça le Et l l'offre, en fait. le véritable, frein. Parce que, si si j'étudie les sciences, les techniques, l'innovation et l'industrie ensemble, c'est parce que, à chaque fois que je demandais une archive, on me disait: «Mais non, 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 là, les archives, c'est l'industriel qui les a» ou «Là, c'est l'école, d'ingénieurs qui a fait Oui, les c'est développements» cloisonné en fait. et imbriqué. Oui, bah, pas dans la pratique, mais dans la conservation, après, c'est très. Je crois que c'est plutôt une façon de passer la patate chaude, si vous me passez Ouais, ouais, l'expression, ouais. à l'autre et à ne pas se poser la question de la conservation. Mm. Et bah,
Je suis désolé, effectivement, je pense qu'on aurait encore pas mal de questions à aborder. C'est un sujet qui est passionnant, mais pour des questions horaires, on va s'arrêter là. Donc, on te remercie énormément, Muriel, Écoutez, pour cette merci pour présentation l'invitation. qui effectivement qui nous amène une perspective un peu différente par rapport à ce qu'on dit généralement sur le patrimoine, qui, comme tu le disais, est plutôt un patrimoine culturel, artistique, qui est présenté dans une filiation plutôt linéaire. Là, on voit vraiment que les questions de la mémoire se posent aussi en lien avec le quotidien, en fait, actuel, et en lien avec des pratiques qui sont souvent cachées. Et je trouvais ton exemple de la canette de coca, qui est aussi presque compliqué qu'un vaisseau spatial, est très intéressant, parce qu'effectivement, tout le processus de création qu'il y a derrière, Il est il oublié. est invisible, mais Voilà. il est très important, effectivement. Voilà, donc on vous remercie de nous avoir suivi cette séance à tous. Je vous rappelle encore une fois qu'on attend, pour ceux qui sont inscrits et qui n'ont pas encore envoyé leur texte, on attend vos essais de préférence jusqu'à la fin de cette semaine, en tout cas dans le courant de la semaine prochaine au maximum. Et on vous dit donc à la prochaine fois, le 22 mai, donc dans 2 semaines, pour la dernière séance de cette année. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Ce sont les vacances. Au revoir.